Les canaux calcium de type N, qu'on appelle aussi CAV 2.2, se présentent sous la forme suivante. Ils rappellent les canaux sodium, c'est-à-dire que c'est une seule même protéine avec 1, 2, 3, 4 domaines transmembranaires similaires. Dans chaque domaine transmembranaire, on voit les segments transmembranaires 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis ici la boucle P qui se trouve quand la protéine est repliée sur elle-même, ici on la voit repliée sur elle-même sous la forme d'un pseudo-tétramère, cette boucle P se trouve dans le pore aqueux, et le segment transmembranaire 4 qui est chargé et qui donne à cette protéine une sensibilité au voltage. Et les ions calcium passent dans le pore aqueux à l'intérieur de cette protéine lorsqu'elle est repliée en 3 dimensions. Pour étudier le courant calcium unitaire de type N, on choisit ici la configuration cellule attachée pour avoir très peu de canaux sous la pipette et en mode voltage imposé pour étudier le courant. Comme on est en mode cellule attachée, dans la pipette, il y a du liquide extracellulaire. Dans ce liquide extracellulaire, au lieu de mettre du calcium, on met 110 millimolaires de barium. Pourquoi mettons du barium dans les enregistrements en courant unitaire? Parce que les canaux calcium sont très perméables aux ions barium et ceci donne un courant unitaire de plus grande amplitude que si on mettait des ions calcium. On met des bloquants des autres canaux que des canaux de type N et maintenant on enregistre le courant unitaire. Comme on est en voltage imposé, on impose le potentiel de la membrane à moins 80 mV. À ce potentiel, il n'y a pas d'ouverture des canaux calcium puisque ce sont des canaux calcium sensibles au voltage. On dépolarise pendant 200 millisecondes à plus 20 mV et on voit que pendant cette dépolarisation, des canaux s'ouvrent avec un courant entrant négatif et puis il se referme, il s'ouvre, il se referme, il s'ouvre. C'est un petit courant, il fait un demi picoampère. Dans une autre expérience, on voit que bien qu'il y ait ce test ici jusqu'à plusieurs millivolts, il n'y a pas de réponse. Là aussi, il n'y a pas de réponse. Là aussi, il n'y a pas de réponse. Et dans toutes les autres, il y a des réponses qui sont variables. Étudions maintenant la courbe IV, courant unitaire en fonction du voltage. Là, nous étions à plus 20 millivolts, donc par exemple ici à peu près 0,5 picoampères. Si on avait fait maintenant des potentiels tests à des potentiels plus hyperpolarisés que plus 20, donc par ici, le courant augmente en amplitude. Ce courant augmente en amplitude, c'est logique parce que je vous rappelle que le potentiel d'inversion des ions calcium est vers plus 50, plus 60 millivolts. Donc plus on est loin du potentiel d'inversion, qui est à peu près ici, plus on est loin de ce potentiel d'inversion, plus le courant a une intensité forte. Et puis vers moins 50, on n'a plus rien parce que en dessous de moins 50, les canaux sont fermés. Quelles sont les caractéristiques du courant calcium total de type N? Pour les comprendre, on enregistre en configuration cellule entière afin d'enregistrer plusieurs canaux calcium de type N. En mode voltage imposé, pour enregistrer un courant, on met du calcium à l'extérieur en concentration de 2 millimolaires et surtout on ajoute des bloquants des canaux sodium et potassium sensibles au voltage pour ne pas les enregistrer et des bloquants des autres canaux calcium que ceux de type N. On maintient le potentiel de membrane à moins 80 mV et on applique un saut de potentiel dépolarisant jusqu'à plus 20 mV. En réponse à ce saut de potentiel, on voit un courant entrant qui diminue progressivement pendant le saut de potentiel. Il y a donc une phase descendante, un pic et une diminution progressive de ce courant, bien que le potentiel soit toujours à plus 20 mV. Cela donne l'idée qu'en fait les canaux s'inactivent. La phase descendante correspond à l'ouverture progressive des différents canaux calciques de type N. Cette ouverture se fait rapidement et ici il faudrait voir qu'en fait on a une multitude d'échelons de courant qui se sont sommés pour donner cette courbe lisse. Si on répète l'expérience en faisant plusieurs steps dépolarisants, on enregistre à moins 30 mV un petit courant et puis à 0 mV un courant qui est plus grand et à plus 20 mV on est ici au pic du courant. La courbe courant potentiel nous montre que à moins 30 mV on a un petit courant et que ce courant augmente progressivement jusqu'au pic qui est vers plus 20, plus 30 mV, puis diminue. Alors, pourquoi avons-nous une courbe en cloche, une courbe IV en cloche, alors que pour le courant unitaire, on avait une droite?
Parce que dans le courant unitaire, soit le canal s'ouvre, soit il ne s'ouvre pas. Là, c'est un comportement de plusieurs canaux, de très très nombreux canaux présents dans la membrane. Le fait que quelques canaux s'ouvrent au début dépolarise la membrane et fait que les canaux qui ne sont pas encore ouverts vont s'ouvrir sous l'effet de cette dépolarisation. Donc c'est comme pour les canaux sodium, ils vont s'ouvrir les uns derrière les autres jusqu'à ce que tous ceux qui peuvent s'ouvrir s'ouvrent et ensuite le courant diminue parce qu'on se rapproche du potentiel d'inversion. Normalement, le courant devrait être beaucoup plus grand puisqu'on est très loin du potentiel d'inversion ici. Mais le fait que les canaux ne s'ouvrent pas tous en même temps en réponse au voltage fait que, en fait, le courant augmente progressivement de pas grand-chose jusqu'au pic, puis ensuite il va diminuer.